Analysons cela en détail, parce que le contraste qu'on trouve dans nos sources aujourd'hui est tout simplement saisissant. En fait, de nos jours, l'être humain est capable de déclencher une véritable crise de panique intérieure juste pour un truc banal, genre un message qui a été lu et ignoré sur un écran. Oh oui, le cœur qui s'accélère, la respiration qui se bloque, le scénario catastrophe complet, quoi. Exactement. Et pourtant, quand on regarde nos sources et qu'on remonte au XIVe siècle, on trouve l'histoire d'une femme qui a survécu à la peste noire. Elle a vu des charrettes de cadavres dans les rues, elle a frôlé la mort, traversé un effondrement social total. Une vraie ambiance d'apocalypse, en fait. C'est ça. Et au milieu de tout ça, elle conclut avec une certitude absolue, je cite, « Tout ira bien et toutes choses iront bien ». Mais comment c'est seulement possible d'arriver à une telle conclusion face à la fin du monde ? Ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est ni de la naïveté, ni un optimisme aveugle. Cette femme, Julienne de Norwich, a forgé ce que les documents appellent le cadre julien. Le fameux Julian Framework, ouais. Voilà. Et la raison pour laquelle la neurobiologie, la psychologie et les experts en traumatologie d'aujourd'hui s'y intéressent de si près, c'est parce qu'elle a littéralement craqué le code de la survie émotionnelle. Et ça, 7 siècles avant la première IRM. C'est fou. C'est comme si l'époque moderne était conviée à un immense festin. On a un niveau de confort de médecine sans précédent et pourtant, il y a une vraie famine intérieure. La paix est introuvable. Le système nerveux est juste fragmenté par le bruit constant. Absolument. C'est pour ça que cette exploration est si cruciale. Ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, ce n'est pas de la positivité toxique, tu sais, le genre de truc de motivation de surface pour les réseaux sociaux. Non, pas du tout. C'est un véritable guide de survie émotionnelle. Mais bon, avant de plonger dans la biologie moderne, je pense qu'il faut vraiment comprendre le contexte extrême dans lequel ça a été forgé. Oui, plaçons le décor. L'Angleterre du XIVe siècle. La peste noire vient de balayer l'Europe. On parle de millions de vies anéanties. Des villes entières décimées. Une époque joyeuse, quoi. Totalement l'inverse, oui. Et à cette époque, on ne se dit pas que c'est un virus à combattre. Pour eux, c'est la fin du monde, c'est un châtiment divin. La peur n'est pas juste un coup de stress passager. La peur, en fait, c'est l'atmosphère même. C'est l'air qu'ils respirent. C'est ça. Le bruit de fond, permanent. Chaque individu est structuré autour de la terreur de la mort et, bien sûr, de la damnation éternelle. Et c'est là que Julian tombe gravement malade. Au point où on lui donne les derniers sacrements. Tout le monde s'attend à la voir mourir. Et pendant cette agonie, elle a des visions extrêmement intenses qu'elle va survivre pour documenter dans un livre. D'ailleurs, le tout premier livre en anglais écrit par une femme. Ouais, Revelations of Divine Love. Mais ce qui me frappe dans les sources, ce n'est pas l'expérience mystique elle-même, c'est la conclusion radicale qu'elle en tire. C'est totalement à contre-courant. Elle émerge avec une compassion radicale. À l'époque, la religion et la société utilisaient la peur et la culpabilité pour contrôler les gens. Le message, c'était en gros « le monde brûle parce que l'humanité est mauvaise et mérite d'être punie ». Ouais, le fameux fardeau de la culpabilité. Voilà. Et Julien, elle, affirme un truc inconcevable. Elle dit que l'amour, et non la peur, est la structure profonde de la réalité. Pour elle, l'humanité n'est pas condamnée, elle est profondément aimée et elle a juste besoin de guérir. Mais attends, essayons d'imaginer l'impact social de ça. Dire que l'humanité est en sécurité pendant que tes voisins meurent dans des souffrances atroces. Ça devait passer pour de la folie pure. Totalement. Dire l'humanité va guérir pendant la peste noire, c'est comme crier que le bateau flotte pendant que le Titanic coule. Les gens de son époque devaient se dire qu'elle était soit une sainte, soit complètement folle de fièvre, non ? Les récits de l'époque étaient tellement axés sur la menace que oui, ça paraissait aberrant. Et c'est justement ce qui fait le pont avec notre époque. On peut se demander comment une révélation née au milieu des cadavres peut s'appliquer à notre monde saturé d'écrans et de notifications. Et la réponse se trouve dans la neuroscience de l'angoisse. Nos sources montrent que Julian avait compris intuitivement ce que la science prouve aujourd'hui. Le cerveau humain a ce qu'on appelle un biais de négativité. Exactement. Et ce n'est pas un défaut, c'est notre conception. L'évolution ne récompense pas le bonheur, elle récompense la survie. Ouais, le but c'est de rester en vie, pas d'être zen. C'est ça. Le cerveau utilise l'amygdale comme système d'alarme. Si un de nos lointains ancêtres ignorait le bruit dans les buissons pour admirer un joli paysage, il ne survivait pas pour transmettre ses gènes. Il finissait en déjeuner. Voilà. Celui qui paniquait survivait. Donc aujourd'hui, on a une machine hyper performante conçue pour chercher le danger et le rejet. Le problème, c'est quand on met ce matériel archaïque dans notre société moderne. Oui, on le voit tous les jours. Tu reçois 100 compliments sur un travail. Et une seule critique subtile, qu'est-ce qui se passe ? Le cerveau efface les 100 compliments
et fait une fixette sur la critique pendant des jours. C'est inévitable biologiquement. Et le plus fou dans l'analyse, c'est que neurologiquement parlant, le cerveau traite la douleur émotionnelle ou sociale exactement comme la douleur physique. Oui, les mêmes circuits s'allument. Un commentaire passif-agressif d'un collègue et bam, l'amygdale réagit comme si c'était un lion prêt à bondir. Du coup, le résultat, c'est un système d'alarme en surcharge permanente. La pression, les réseaux sociaux, les infos anxiogènes, l'amygdale ne s'étend jamais. On développe une dépendance biochimique à l'anxiété. Le cortisol, l'adrénaline, à haute dose tous les jours. C'est ça. Le chaos devient notre identité. Et paradoxalement, le calme devient inconfortable. Parce que dès qu'il y a du silence, toutes nos peurs de fond remontent à la surface. Mais là, je dois faire l'avocat du diable. C'est bien beau de blâmer notre biologie, mais les menaces modernes sont réelles, non? Je veux dire, l'inflation, les crises géopolitiques, la guerre de l'information, c'est pas juste dans notre tête, hein? Absolument. C'est tout à fait justifié que notre système nerveux soit en alerte face à un monde aussi instable. Alors, les défis sont réels, c'est indéniable, mais si l'on regarde la vue d'ensemble tirée des sources, la différence cruciale, c'est le type d'exposition. Un lion dans la savane, c'est un danger immédiat. Tu fuis ou tu combats, et après, le système redescend à l'état de repos. Le système parasympathique prend le relais, c'est ça? Exactement. Mais notre problème aujourd'hui, c'est l'exposition chronique. Lire 700 opinions contradictoires et angoissantes avant même de prendre son petit déjeuner. Ouais, ça charge le système en continu. Et ça nous maintient dans un sentiment d'impuissance. Le système métabolise l'angoisse en boucle sans jamais redescendre. Et ce qui nous ramène à la méthode de Juliane. Comment elle a fait pour court-circuiter ça au milieu d'une pandémie, So? Les sources parlent de cette équation fondamentale. La douleur est inévitable, mais la souffrance, elle, est optionnelle. Oui, la souffrance vient de notre résistance à la douleur. Du genre « pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne peux pas gérer ça ?» Voilà. Et on retrouve ça dans le bouddhisme où l'attachement crée la souffrance, ou le stoïcisme qui dit qu'on s'épuise à contrôler l'incontrôlable. Même la psychologie moderne des traumatismes le dit. Repousser la douleur, c'est l'enquister. Et la solution de Juliane face à ça, ce n'est pas le fatalisme ou l'impuissance. L'impuissance, ce serait dire « rien n'a d'importance ». Non, sa méthode, c'est l'abandon radical, le fameux « surrender » en anglais. C'est une action super dynamique en fait. C'est dire « j'arrête de combattre la réalité pour pouvoir y répondre sagement ». Et pour illustrer ça, il y a cette métaphore incroyable de la noisette. Les sources racontent qu'elle a vu l'univers entier comme une chose minuscule dans la main de Dieu, de la taille d'une noisette, maintenue intacte par l'amour. C'est une image très forte. Qu'on soit religieux ou pas, c'est génial, neurologiquement. Parce qu'un esprit effrayé voit l'univers comme hostile, alors que cette image apporte ce dont le système nerveux a le plus besoin, un sentiment de sécurité. Absolument. On ne peut pas guérir si on se sent traqué. Et c'est le drame moderne. Extérieurement, les gens fonctionnent, ils vont au travail, mais intérieurement, le système nerveux est effondré par l'hypervigilance. Bon, passons à la pratique. Comment on applique ça aujourd'hui? Les sources détaillent un cadre en 5 étapes. La première, c'est d'interrompre l'histoire de la peur. Oui, la diffusion cognitive. Le cerveau anxieux prédit des catastrophes et on prend ça pour des vérités. Ouais, du genre « je suis nul, je vais perdre mon job ». C'est ça. Au lieu de fusionner avec ça, on prend de la distance. On se dit « Ok, tiens, je remarque que mon cerveau est en train de me raconter l'histoire de mon licenciement. » Ça déconnecte l'amygdale. Mais bon, on sait très bien qu'on ne peut pas juste réfléchir quand on est en mode survie. Et c'est là qu'intervient l'étape 2 que je trouve géniale. Réguler d'abord le système nerveux. L'analogie des sources est frappante. Essayer de résoudre l'anxiété juste par la réflexion, c'est comme essayer de repasser des vêtements pendant un tremblement de terre. C'est une image parfaite. La maison s'effondre et tu essayes d'aplatir un faux pli. Exactement. C'est une perte d'énergie totale. La physiologie prime toujours. Il faut utiliser des outils physiques. S'asperger le visage d'eau très froide, par exemple. Ça déclenche le réflexe d'immersion et stimule le nerf vague. Le cœur ralentit direct. Marcher, sans téléphone, faire de longues expirations. Oui, ce ne sont pas juste des astuces, ce sont des leviers biomécaniques pour éteindre l'alarme du corps. Et une fois apaisé, on passe à l'étape 3. Arrêter de vénérer les pires scénarios. Alors là, attends, ne pas imaginer le pire, ok. Mais n'est-ce pas juste de la bonne planification? Si je n'anticipe pas une crise financière, je ne peux pas épargner. Elle est où la ligne entre la préparation et la vénération d'un désastre? La différence, c'est la boucle neurologique.
La planification, c'est une action finie. Tu vois un risque, tu fais un plan, tu épargnes et tu passes à autre chose. Vénérer le pire scénario, c'est de la rumination sans fin. On revit le désastre en boucle dans sa tête, quoi. C'est ça. Et le cerveau ne fait pas la différence entre une imagination vive et la réalité. À force, on conditionne le système nerveux à vivre le traumatisme avant même qu'il n'arrive. Ce qu'on cherche, c'est une confiance profonde, pas un optimisme naïf. Se dire, si les difficultés arrivent, j'aurai les ressources pour y faire face. Exactement. Ce qui nous amène à l'étape 4, peut-être la plus profonde des sources, trouver un sens à la souffrance. Et là, l'analyse cite Viktor Frankl. Ah, la logothérapie. Frankl a survécu au camp de concentration et a remarqué que la survie dépendait souvent de la capacité à trouver un sens à l'épreuve. Transformer la blessure en sagesse. C'est ce que Juliane a fait. Elle a métabolisé sa douleur en une sagesse universelle. Oui, l'alchimie de la conscience. Et enfin, la 5e étape, revenir au moment présent. La peur, ça vit dans un futur imaginé. Le regret, c'est dans le passé. La présence réunifie l'esprit. Sentir sa respiration, le poids de son corps sur la chaise, ça coupe l'oxygène à la panique. C'est le grand paradoxe de toute cette analyse. Plus on essaye de contrôler la vie, qui est par nature incertaine, plus on devient anxieux. L'ego déteste l'incertitude. Totalement. La vraie liberté, c'est quand on cesse d'exiger des certitudes de l'existence. La maîtrise émotionnelle, ce n'est pas contrôler la réalité, c'est transformer sa relation avec elle. Et ça met le doigt sur une triste ironie moderne. On nous apprend les maths, la chimie, le code, mais le système éducatif a complètement oublié de nous apprendre la base. Oui, comment s'asseoir avec la douleur? C'est ça. Comment réguler nos émotions, exister sans cette peur constante. Le succès externe ne compensera jamais le chaos interne. Absolument. Ceux qui trouvent cette paix ont maîtrisé l'abandon radical. Mais du coup, ça m'inspire une réflexion finale, un peu provocatrice pour quiconque nous écoute, et qui prolonge tout ça. Si la paix intérieure ultime, selon Julian de Norwich, consiste à cesser de se battre contre la réalité, qu'est-ce que ça signifie pour l'ambition humaine? C'est une vraie question. Bah oui, tout notre progrès, que ce soit la médecine, la technologie, ça vient bien de notre refus catégorique d'accepter la réalité telle qu'elle est, non? C'est vrai, c'est un moteur puissant. Alors, est-ce qu'il est possible de trouver cet abandon radical et cette paix totale, tout en gardant en soi ce feu sacré, cette insatisfaction nécessaire pour changer le monde de demain? C'est une réflexion profonde à laisser mûrir ça. Ouais. En attendant de trouver cet équilibre, rappelons-nous de cette fameuse phrase pour apaiser notre système nerveux. Tout ira bien.